Bonjour, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Mais comme vous le constatez, je ne suis pas à la librairie ni dans l'atelier de Fabienne, je suis dans la cuisine. Alors, la cuisine québécoise, comme dit mon amoureuse Fabienne, qui, quand elle imite les Québécois, là, alors là, moi, ce que je fais, j'imite les Français. Non, mais là, ça va pas. Non, mais non, ça ne marche pas, là. Du coup, je ne suis pas d'accord que tu m'imites. Non, mais t'es ridicule, Bruno, mais t'es franchement ridicule. Je sais, je suis ridicule. Bon, mais j'assume. Hein, comme dit l'autre, j'assume. Mais maintenant, ce n'est plus j'assume, c'est j'assomme. Alors aujourd'hui, je vous parle des facteurs cosmiques de la maladie de cet auteur Arthur Girdham qui franchement a fait des études très poussées, très avancées dans les meilleures écoles, même s'il venait d'un milieu populaire. Et beaucoup de ces thèses, si vous allez vérifier, là, je vous invite à le faire de toute façon, sur Wikipédia, beaucoup de ces thèses ont été très contestées parce qu'il est jugé comme un esprit farfelu. Mais c'est tout de même un universitaire et c'est un médecin psychiatre. Alors, comme quoi. Alors, dans ce livre, Les facteurs cosmiques de la maladie, je vais vous lire quelques passages, mais j'ai oublié de vous dire hier concernant le cinéma, cet art artificiel. D'ailleurs, on s'en rend bien compte, on est plongé dans une interminable télésérie, n'est-ce pas? Avec des rebondissements de plus en plus sordides, de plus en plus lugubres. Je pourrais dire que c'est un feu roulant d'émotions. L'anxiété ne fait qu'augmenter. On imagine mal quelle sera la suite. Pour certains, Zuluberlu, c'est la fin du monde. Hein? J'en connais même quelques-uns. Généralement, ils n'ont pas fait grand-chose de leur vie. Alors, leur ratage personnel sera noyé dans une sorte de désastre universel, grand bien leur en face. Mais je ne crois pas que l'humanité va disparaître, honnêtement. Par contre, assurément, c'est un moment de révélation. Hein? Apocalypsis, ça veut dire révélation. Ça veut dire que chacun est renvoyé à soi-même. Et cette chose qu'on avait oubliée sur le plan philosophique, qu'est-ce qui est le plus précieux pour un être humain? Eh bien, c'est la connaissance de soi. Et là, beaucoup de gens découvrent, à part évidemment ceux qui... Beaucoup découvrent à quel point leur vie a assez peu de sens. Alors, c'est quoi le sens qu'on donne à notre vie? Eh bien, c'est la question fondamentale. Alors, la connaissance de soi, je vais vous lire un peu ce qu'il nous dit. Ah oui, ce que j'avais oublié de vous dire concernant le cinéma, voilà, j'y viens. C'est que on a grandi devant des écrans. On a grandi d'abord devant la télévision. Je pense que les logos musicaux de la Universal ou de la Paramount ont complètement structuré notre esprit. Hein? Ou la Golden Mile avec le lion rugissant, ou la Paramount avec la montagne, ou il y a Weinstein aussi qu'on devait apparaître, hein, le W de Weinstein. Ça, c'est sûr que maintenant, chaque fois qu'on va se retrouver en présence d'une production Weinstein, eh bien, on va se rappeler que ce type-là est en train de croupir dans une prison new-yorkaise. Alors là, il y aura une sorte de dédoublement de la réalité, une sorte de brouillage cognitif, je dirais, n'est-ce pas? Donc, alors, ce que je vous disais, c'est que j'ai fait l'expérience dernièrement, étant donné que, comme nous tous, je subis cette expérience-là du confinement, avec plus ou moins de... Comment je pourrais vous dire ça? Je suis déstabilisé, il faut que je vous le dise, je suis déstabilisé. Je réussissais
en temps normal, à avoir une vie plutôt monocale, plutôt extrêmement routinière. J'adore la routine, j'aime les choses qui se répètent, j'aime me coucher à la même heure, j'aime me lever. Moi, j'ai pas besoin d'excitation. Pour moi, la fébrilité intellectuelle, elle se trouve là dans des assemblages de papier, qu'on appelle livres. Pour moi, c'est là que j'éprouve quelque chose qui se passe. Pas besoin d'écouter de téléséries, pas besoin de sortir, et puis bon. Et là, j'ai écouté quelques films, dont certains très bien, certains autres au bout de quelques minutes, j'en ai eu assez, là, des trucs de super-héros, comme c'est gavant, tout ça. Et j'essayais de me dire, ok, tu regardes le film, et essaie d'imaginer le décor, les éclairagistes derrière, le cinéaste derrière ses caméras, derrière plusieurs caméras, l'écran vert, là, quand il est question des écrans, des effets spéciaux. Essaie de rester concentré uniquement sur le fait que tu es en présence de quelque chose de parfaitement fabriqué. Je peux vous dire qu'au bout d'une minute ou deux, j'oubliais. Et j'étais replongé dans une espèce, disons-le franchement, d'hypnose. Alors, ce qui est en train de se jouer en ce moment, c'est que nous sommes sortis de l'hypnose des images. Elles sont là, les images, hein, à tous les 13 heures, à chaque 13 heures du jour, François Legault et Horacio Arruda et la ministre McCann apparaissent là, devant les écrans. Et honnêtement, il ne se passe pas grand-chose parce que, du moins pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais on subodore tous que le pire reste à venir. Alors, la réalité, dépasse la fiction, tout simplement. C'est banal de le dire, mais c'est bon de le rappeler. Mais la connaissance de soi maintenant que nous sommes confinés à découvrir qui nous sommes, eh bien, elle est... c'est l'expérience de notre vie, là, au fond, qu'on fait. On se rencontre soi. Je pense que beaucoup vont sortir assez éprouvés de cette expérience de réclusion, de face à face avec soi-même. Bon, à part les olibrius là, qui jouissent en attendant la fin du monde. Et oui, la fin du monde va finir par vous capter, c'est quand vous allez vous-même mourir. Mais vous n'en apercevrez pas que finalement, ce n'était que votre fin du monde. Et non pas une fin du monde jouissive et universelle. D'ailleurs, c'est ça qui est assez intolérable dans la conscience d'exister. C'est qu'elle est toujours accompagnée de cette angoisse de la finitude. Nous ne sommes pas capables. Nous pouvons imaginer 1000 morts, sauf précisément celle qui va nous emporter. Et il n'y en a qu'une seule qui va nous emporter. À moins que ceux qui sont dans un fantasme océanique, voilà, de disparition au milieu d'un remous universel. Hein? Se dissoudre soi dans le grand tout. Alors donc, la connaissance de soi qui est devenue primordiale. Alors, je vais vous lire 2 ou 3 passages et aussi de la nécessité, outre d'être honnête avec ce que nous sommes, se voir tel que nous sommes le plus possible, et en certaines périodes de crise, comme celle-ci, de suspendre son esprit critique. Signe d'intelligence, on suspend son esprit critique. Et ça, parce qu'on est tous devenus des intellectuels, rien n'est plus difficile. Alors, j'y vais. Ce que nous dit Arthur Girdam, puis je vous ai rappelé d'ailleurs ce livre-là, pourtant qui ne doit pas valoir très cher, qu'on doit retrouver sur l'une ou l'autre des plateformes de livres d'occasion.
on trouve sur Internet. Il ne doit pas valoir très cher. Moi, j'avance un prix, genre peut-être 10-12$. J'irai vérifier après cette petite vidéo-là. Mais curieusement, je ne l'avais jamais vu. Alors, mais c'est pas parce que quelque chose est rare que ça vaut cher. Et c'est pas parce que quelque chose est rare que ça vaut quelque chose. En règle générale, moins on se connaît, plus on est sujet aux sérieuses maladies du stress. Je devrais ajouter que de nombreux cas de cancer montrent l'importance du manque de connaissance de soi. Naturellement, dans ces cas, d'autres facteurs interviennent. Plus vite on apprendra qu'il existe plusieurs facteurs opérant à différents niveaux de conscience, selon les différents types de maladies, et mieux cela vaudra. L'individu élève une façade aux dépens de sa vie intérieure et il écarte toute tentative de connaissance de soi. Ah ben moi j'ai appris quelque chose aujourd'hui. J'ai appris que que les injections de Botox, j'ai lu ça dans le journal La Presse, sous la plume de Patrick Lagacé, que les injections de Botox, eh bien, il fallait les renouveler tous les 3 mois. Fabienne m'a dit que c'est tous les 6 mois. Moi, je pensais qu'une fois que tu te botoxais, eh ben, tu avais endigué là, les stigmates du vieillissement. Et non, ça a l'air qu'il faut se réinjecter. Donc, OK. On imagine les conséquences d'un long confinement de quelques mois. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces façades botoxées? Eh bien, on comprend bien qu'il faut des moyens financiers quand même assez importants pour se botoxer. Et que tout ce qui est relié à cette impossible stratégie de contrer le vieillissement, ce mythe de Sisyphe domestique et esthétique qui consiste à sans arrêt se ravaler la façade perpétuellement et jamais y parvenir, eh bien, il y a tout un appareil aussi économique, pas juste de la part des médecins là, qui pratiquent ce genre d'intervention-là, mais qu'est-ce que ça signifie socialement pour les personnes, parce qu'il n'y a pas que qui se botoxent, il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes aussi. Qu'est-ce que ça signifie aussi de cette bataille perdue contre le vieillissement et qu'est-ce que ça signifie aussi ce positionnement-là social par rapport à tous les autres qui n'ont pas les moyens ou qui n'en ont pas envie de s'offrir un ravalement de façade. Alors, on imagine toutes les injonctions qui sont faites à ces personnes-là de maintenir un niveau de performance qui, dans une crise sans précédent comme celle que nous vivons, n'a pratiquement plus aucune raison d'être. Alors, on va voir surgir des beaux quartiers, des créatures assez monstrueuses qui auront sans doute retrouvé un visage enfin peu amène, doublé de maladies psychologiques, de maladies psychiques débilitantes au maximum. Alors de ce point de vue-là, l'absence de connaissance de soi, l'effort qui est mis, l'effort farouche qui est mis à ne pas se connaître, va être assez fatal, je pense. Assez fatal pour beaucoup de gens qui sont des privilégiés en ce moment. Construire une façade, c'est encourager le surdéveloppement de la personnalité égocentrique en relation avec le groupe qui l'entoure. Un tel processus plonge l'ego dans une bataille féroce et prolongée avec le « vous » qui n'est pas vous. Ce contrôle permanent exercé sur l'appel cosmique a pour résultat les formes les plus sérieuses de la maladie organique. Lorsqu'on évalue les effets de la connaissance de soi ou de cette méconnaissance, on a déjà avancé d'un pas sur le sentier de la connaissance qui nous dirige vers un contact avec le réel, le fait de reconnaître et d'accepter la réalité
liberté, est essentielle pour l'harmonie et par conséquent pour la santé dont elle est une des manifestations. Il est très important de ne pas confondre le processus de la connaissance de soi et celui de l'introversion. En gros, on peut définir l'introverti comme un individu centré sur lui-même et qui est dirigé plus par ses pensées et ses sentiments que la majorité des individus. Le processus de l'introversion ne véhicule pas nécessairement avec lui les bienfaits de la connaissance de soi. Vous avez compris la nuance, hein? L'introverti peut être préoccupé d'une façon morbide par ses pensées et ses sentiments, mais il est incapable de comprendre leur nature et encore moins leur origine. Enfin, l'introverti qui n'a pas la connaissance de soi est particulièrement sujet à la maladie, ce qu'on pourrait appeler l'homme blindé, autrement dit. Dans bon nombre de cas de maladies organiques graves, particulièrement celle du stress chronique ou les cancers, on rencontre une inflexible rigidité dans la structure de la personnalité. Ces patients obéissent à des modèles de conduite ou de réussite dont les critères sont très élevés, et ils y adhèrent avec une fidélité aveugle qui ressemble à une sorte de folie congelée. Ces règles de conduite peuvent être d'origine religieuse ou bien dictées par un solide sens éthique des obligations envers la société, ou bien n'inclure que le désir obsédant de vivre selon les règles du groupe social dans lequel il se trouve, hein, le conformisme autrement dit. L'attitude de ces patients envers la vie est dictée par leur environnement et ils ne la remettent pas en question. Une attitude trop consciencieuse envers les obligations par la personnalité sociale rend sourd aux appels du vous qui n'est pas vous. La lutte obsessionnelle qui remplace une utilisation sans effort de la personnalité a pour conséquence la maladie organique. Je vais vous lire un autre passage qui m'a littéralement... c'est sur les intellectuels. Ouais. Toute pensée, ça m'apparaît tellement important parce que dès le début de cette pandémie, personnellement, moi, j'ai mis mon esprit critique en veilleuse. Et puis, on pourra constater que tout le monde est devenu un expert de la chose sanitaire. Hein. Tout le monde a une opinion sur comment, que ce soit sur comment fabriquer des masques, comment aller les chercher. Tout le monde a une opinion sur ce qu'a fait la Chine. Si vous avez écouté le passage hier de l'homme du néant de Max Picard, nos dirigeants ont visiblement cru les dirigeants de la Chine parce que c'était pour eux un mensonge nécessaire qu'ils se faisaient à eux-mêmes. C'était important. Le menteur avait besoin de croire les mensonges de l'autre menteur. Parce que le meilleur menteur qui existe, ce n'est pas celui qui ment aux autres, mais c'est celui qui se ment à lui-même. Hein. Et puis, je vous dirais même que pour pouvoir bien mentir aux autres, il faut d'abord que vous soyez votre première dupe. De ce point de vue-là, la connaissance de soi est salutaire pour éviter de se mentir à soi-même et, par conséquent, de mentir aux autres. Toute pensée qui n'est absolument pas indispensable pour résoudre ce qui est fondamental dans l'existence de l'homme a un caractère morbide, même si la tension n'est pas évidente. En fait, tout ce qui est superflu à nos besoins fondamentaux constitue une déperdition de notre énergie vitale. Alors, c'est quoi les besoins fondamentaux? Ils se résument à 4 choses. Manger, dormir, travailler, faire l'amour. Ça, ce sont les 4 besoins fondamentaux. Les 4
bases qui nous permettent d'exister. Après, on peut aller plus loin, on peut dormir dans des lits de satin, on peut manger les meilleurs mets, on peut avoir les relations sexuelles les plus satisfaisantes et avoir un travail qui correspond à notre personnalité. Mais les 4 besoins fondamentaux, alors, si vous dormez mal, si vous mangez mal, si vous n'avez pas un travail qui vous convient et que vous n'avez pas une activité sexuelle épanouissante, je vous assure, c'est compliqué pour vous. Et si vous n'avez pas réussi à vous connaître suffisamment pour pouvoir améliorer ces 4 aspects fondamentaux de l'existence, eh bien, je peux vous assurer que les facteurs cosmiques de la maladie, eh bien, sont assez proches de vous, là. Il n'en parle pas ici de ses besoins fondamentaux, mais c'est clair qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Quelqu'un qui n'est pas bien dans son travail, quelqu'un qui s'alimente mal, quelqu'un qui souffre d'insomnie, et quelqu'un qui n'a pas d'amour physique dans sa vie. Parce que faire l'amour, ce ne consiste pas que par le coït. C'est les caresses, c'est les caresses du regard, c'est l'étreinte, c'est le toucher, c'est dormir avec quelqu'un, c'est dormir avec quelqu'un avec qui on est bien, c'est la pensée qui communique. Je veux dire, si on réduit l'activité sexuelle que dans un enchâssement d'organes, eh bien, franchement, on peut comprendre que plusieurs aient envie de s'en passer. C'est une vie qui s'accompagne d'une activité cérébrale intense, n'est qu'une expression excessive de la personnalité. C'est en même temps la meilleure cause de notre vulnérabilité. C'est l'abus du raisonnement qui crée des problèmes. Le penseur, par ses raisonnements mêmes, se crée de nouveaux problèmes, puisqu'il lui en faut bien à résoudre. Bien sûr, chez qui les processus de pensée sont plus simples et plus limités aux besoins fondamentaux de l'existence, peuvent aussi développer des maladies produisant des symptômes identiques à ceux qu'on rencontre dans les maladies du stress. Mais en règle générale, leur vie est plus longue et ils ne connaissent que les maladies de la sénescence. L'ennui, c'est que le nombre d'intellectuels ne cesse de croître. Ce que nous avons mis au pouvoir y ont d'ailleurs veillé. Nous pensons sans arrêt à notre ajustement aux valeurs collectives et temporelles. Nous avons cessé de sentir que notre voie consiste en un ajustement avec l'absolu et avec ce qui est éternel. Oubliez que nous sommes avant tout des êtres de cosmos. La Terre est un organisme vivant, tout petit organisme vivant, dans un univers mystérieux et sans cesse en expansion, et nous participons à cette énergie-là cosmique au quotidien dans chacun de nos gestes, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Rien à voir avec l'Apocalypse, là. Je vous passe des détails. Oui, nous avons cessé de... Oui, l'évolution de la démocratie moderne n'a cessé d'élever notre niveau de vie. Nous acceptons cela comme d'un droit et nous sommes enchaînés, consciemment ou inconsciemment, à la roue du progrès. Nous sommes tous des êtres raisonneurs, excepté les délinquants, les artistes ou les prophètes. Mais pour les dirigeants de notre société, les artistes et les prophètes sont plus suspects que les étrangleurs. L'artiste et le voyant peuvent connaître le même sort dans les sociétés totalitaires. Il doit être bien irritant pour les leaders de la démocratie moderne d'être encore obligés de les tolérer quand même. Alors, vous voyez, alors il s'agirait, là, en ce temps
en ce temps d'intenses difficultés, il serait temps de s'offrir à soi-même des moments où, sans sombrer dans une introversion morbide, de réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour soi, pour évoluer. Évoluer en phase avec ses désirs et ses besoins. Nos désirs sont illimités, mais nos besoins, quant à eux, ils sont très, très, très limités. On est des êtres de désir, hein? Moi, ça me fait toujours rire quand Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? Non, mais j'en ai sacrément envie, par exemple. Et sommes-nous à la hauteur de nos désirs? Je pose souvent cette question-là. De besoin, nous en avons très peu. Je limite à les 4 choses que je suis nommées. Mais les désirs, eux, hein? Nos désirs sont sans fin. Nos désirs sont illimités. Nous sommes des êtres de désir. Mais là, il faut faire le ménage là-dedans. Qu'est-ce qui fait que nos désirs nous entravent, nous entraînent vers une spirale dépressive? Et qu'est-ce qui fait que nos besoins vitaux, on va les augmenter en puissance d'existence? Et comment donner un sens à tout ça? Comment relier les deux pôles de nos désirs et de nos besoins en étant en harmonie avec soi-même? C'est ça aussi le confinement. On se retrouve tous dans notre chambre. Oui, on connaît la phrase de Pascal, mais parfois d'y retourner dans la cellule, hein, eh bien, c'est fondamental pour la suite des choses. Alors, je vous ai lu 2 petits passages, Arthur Guidam, Les facteurs cosmiques de la maladie, paru chez Fayard, dans la collection L'expérience psychique. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'essaie de reprendre un peu de tonus, parce que, dans mon cas, mon travail me structurait. D'ailleurs, je suis en phase parfaitement avec mon travail. Travail que je fais de manière un peu iconoclaste, n'est-ce pas? Chacun qui fréquente ma librairie est en même de le savoir. Je suis probablement le libraire, je dirais, le plus volubile au monde, peut-être, n'est-ce pas? Je me contente même pas de discuter avec mes clients à ma librairie. Je trouve le moyen même de prolonger la conversation bien au-delà des murs de la librairie. Personnellement, moi, je suis un aide de communication. J'ai besoin des autres pour exister, et j'ai besoin également de m'enfermer dans ma bibliothèque pour décanter tout ça, puis de réfléchir à tout ça à la suite. Fabien et moi, le confinement ne nous affecte pas. Bon, ça, il faut quand même le dire. Nos besoins, on les a réduits déjà depuis longtemps. Et ce n'est pas par vertu, dans notre cas, c'est par manque d'intérêt. Il faut quand même bien le dire. Nous n'avons pas de voiture, nous n'avons pas de voiture, nous n'avons pas de cellulaire. Et franchement, ça ne nous manque pas, mais pas du tout. Alors, quand ça fait bip bip là, sur mon écran, sur ma plateforme Facebook, je ne réponds pas dans l'heure. Je peux répondre le lendemain, puis parfois 2 jours plus tard, pas par négligence, parce qu'en soi, je refuse d'obéir quand on me sonne. Vous comprenez? Alors, on ne me sonne pas. Et parfois, je lis plusieurs jours plus tard. Le désir de l'autre, j'en tiens compte, mais en le modulant sur mon propre horaire de temps et ma propre façon d'être au monde. C'est à ça que je vous convie, là. C'est à ça que vous êtes conviés de toute façon. Que vous ayez le choix ou pas, vous êtes obligé de réfléchir sans musique, sans télésérie, puis sans livre même, hein, à votre vie et à comment vous voulez la vivre quand cette pandémie sera derrière nous, quand
la crise économique sera derrière nous et quand la crise des finances publiques sera derrière nous. Pour conclure cette vidéo, moi j'attends le téléphone de mon comptable, j'attends le téléphone de la banque. Nous sommes des travailleurs autonomes, nous ne savons même pas encore si on a le droit à la fameuse subvention. Ça c'est encore une autre histoire. Les inégalités qui étaient dans lesquelles on ne réagissait même plus, hein, parce que la méritocratie, on jugeait qu'on méritait tous ce qui nous arrivait, et bien tout ça est en train de foutre le camp aussi, collectivement. On n'ira pas se plaindre, de toute façon, on n'ira pas se plaindre. Se plaindre, ça affaiblit le système immunitaire. Alors c'est tout. Je vous remercie, portez-vous bien, et à demain peut-être, je ne sais trop, peut-être pas, mais réfléchissez à votre propre vie. Merci, bonne journée à tous.